Le 14 mai 2024, à 6h42 du matin, Amélie Rousseau se tenait à 7100 mètres d'altitude sur la face du Lhotse, souriant derrière son masque à oxygène. À 34 ans, cette guide de haute montagne de Chamonix vérifiait ses fixations de ski pour la dernière fois avant d'entamer une descente qu'elle avait préparée pendant 2 ans. Les conditions étaient parfaites. Moins 18 degrés, vent de 15 km/h, visibilité illimitée. Dans la poche de sa veste se trouvait un dessin au crayon de sa fille Emma, 6 ans, représentant « Maman sur la montagne ». Ce qu'aucun des témoins présents ce matin-là ne pouvait voir sur les images de sa caméra frontale, c'est qu'Amélie touchait 2 fois la même fixation, un geste répétitif et désorienté. La descente qu'elle pensait maîtriser parfaitement allait se transformer en montée mortelle. Elle n'avait aucune idée qu'elle grimpait déjà. 8 mois plus tôt, dans les Alpes françaises, Amélie s'entraînait sur les pentes de Chamonix avec sa partenaire de cordée depuis 8 ans, le docteur Sophie Laurent. Sophie, médecin urgentiste de 41 ans originaire de Lyon, n'était pas seulement une compagne d'escalade, elle se considérait comme des sœurs. Leur plan était méticuleux. Amélie tenterait la première descente à ski féminine en solitaire de la face du Lhotse. Sophie l'accompagnerait comme officier de sécurité médicale, transportant une trousse de traumatologie complète. Le projet avait également une dimension documentaire, destinée à inspirer Emma à aimer les montagnes comme sa mère. Thomas Rousseau, le mari d'Amélie et lui-même guide certifié IFMGA, coordonnait l'expédition depuis le camp de base. Il avait demandé Amélie en mariage au sommet du Mont Blanc en 2018. Leur fille Emma avait appris à skier à 3 ans sur les mêmes montagnes où Amélie avait grandi. Le mantra d'Amélie résumait sa philosophie de guide. C'est la montagne qui décide, pas ton ego. Au cours de ses 12 années d'expérience, elle était connue pour ses décisions conservatrices, refusant des sommets quand les conditions n'étaient pas optimales. Cette réputation de prudence rendait d'autant plus tragique ce qui allait suivre. Leur pacte était simple et clair. Si quelque chose semble anormal, on abandonne, avait dit Amélie à Sophie la veille du départ. Emma a besoin de sa mère. Sophie avait acquiescé. C'est la seule promesse qui compte. À 6h38 du matin, le 14 mai, Amélie et Sophie quittaient le camp d'altitude à 7100 mètres. Amélie portait des bâtons en carbone Black Diamond et des fixations Dynafit TLT. Le protocole de communication prévoyait un contact radio toutes les 15 minutes. La fenêtre météo optimale durait 6 heures avant que les vents de l'après-midi ne rendent la descente impossible. Son niveau d'oxygène affichait 94% de saturation. 3 membres de l'équipe Sherpa étaient présents au camp d'altitude, ainsi que Marco Bianchi, alpiniste italien de 38 ans, tentant une voie voisine à 200 mètres de distance. À 6h52, à 7080 mètres d'altitude, Amélie mentionna une fatigue inhabituelle par radio. « J'ai mal à la tête, c'est normal ?» Sophie, confiante dans son diagnostic, répondit « C'est normal à cette altitude, bois de l'eau. » Ce qu'Amélie ne mentionna pas, c'est qu'elle n'avait bu que 200 ml au cours des 3 dernières heures. Le mal de tête qu'elle écartait allait se révéler catastrophique dans l'heure qui suivait. À 7h04, un appel radio avec Thomas au camp de base déclencha un débat crucial sur l'itinéraire. 2 options s'offraient à eux. Le couloir direct et abrupt qu'Amélie avait répété mentalement pendant des mois, ou une traverse plus longue mais plus sûre. « Tu t'es entraîné pour le couloir, dit Thomas. La météo ne tiendra pas pour la route longue. » L'enregistrement radio capture 12 secondes de silence avant qu'Amélie ne réponde. « Tu as raison. Route. Direct. » Cette hésitation était son instinct qui tentait de la prévenir. Elle l'ignora. À 7h18, Sophie remarqua qu'Amélie vérifiait sa boussole 3 fois de suite. « Le soleil me joue des tours, » expliqua Amélie. « Tout se ressemble ici-haut. » Sophie rit. « C'est pour ça que je suis là, tes yeux à l'arrière. » Ce qui ressemblait à une confusion liée au soleil était en réalité le début d'une désorientation neurologique. La fenêtre météorologique qu'elle pensait fiable se refermait déjà à l'intérieur du crâne d'Amélie. À 7h31, à seulement 400 mètres de l'endroit où la décision deviendrait irréversible, Amélie se tourna vers Sophie. « Si à un moment ça ne va pas, promets-moi que tu me feras faire demi-tour. » Sophie sourit. « On a une fille qui nous attend, c'est la seule promesse qui compte. » Les 2 femmes rirent et continuèrent à préparer leur équipement.
Ni l'une ni l'autre ne savaient que ce moment représentait la dernière opportunité d'avorter la descente sans conséquences mortelles. À 7h45, Marco Bianchi les photographia depuis la crête adjacente. Des mois plus tard, il témoignerait « Je l'ai vu trébucher en mettant ses skis. J'ai pensé que ses crampons s'étaient accrochés. Je n'y ai pas pensé davantage. » Cette photo, prise à 6h42, montrait Amélie souriante. Marco ne la publiera jamais. Ce sourire n'était déjà plus le sien, dira-t-il. L'œdème avait déjà commencé. La perte de coordination était déjà évidente pour quiconque aurait observé attentivement. Pouvait-on savoir que c'était déjà trop tard pour l'arrêter ? À 7h58, à 7050 mètres d'altitude, Amélie effectua son premier virage à ski, capturé par sa caméra frontale. Sa respiration était audible dans l'enregistrement, rapide, superficielle. 32 respirations par minute contre 20 en temps normal. Elle contacta Thomas par radio. « Je commence la descente. Je vous aime tous les deux. » L'analyse vocale réalisée plus tard révéla un léger bégaiement sur le mot « deux », imperceptible sur le moment. À 8h11, à 6920 mètres, Sophie skiant derrière elle cria soudain « Amélie, tu viens de tourner vers le haut ?» Amélie s'arrêta, confuse. « Quoi ? Non, je... Dans quelle direction le bas ?» 8 secondes de silence sur l'enregistrement radio. Puis Amélie. « Désolé, le soleil dans les yeux. Ça va. » L'inquiétude de Sophie monta d'un cran. « Arrêtons-nous. Vérifie ton oxygène. » La lecture indiquait 89%, en baisse depuis les 94% du départ. Pierre Gasquet, un guide Sherpa de 52 ans avec 23 ascensions de l'Everest à son actif, escaladait à proximité et entendit l'échange radio. Il commença immédiatement à monter vers elle. Ce qui ressemblait à de la fatigue était en réalité son cerveau qui commençait à gonfler. À 8h19, à 6195 mètres, survint l'erreur critique. Amélie retira son masque à oxygène. « Je ne peux pas respirer avec ce truc. » Sophie réagit immédiatement. « C'est l'altitude, remets-le !» Amélie obéit mais ajusta le débit vers le bas, un geste visible sur les images. « Trop de pression, dit-elle à Sophie. Ça aggrave mon mal de tête. » La réalité médicale était glaçante. L'œdème cérébral de haute altitude créait déjà une pression intracrânienne et la privation d'oxygène accélérait exponentiellement. À 8h26, à 6870 mètres, la caméra frontale montre Amélie skiant au ralenti. Elle s'arrête, retire son gant, touche son visage de manière répétée. « Amélie, parle-moi. Qu'est-ce que tu ressens ?» demande Sophie. « Mon visage. Je ne sens plus mon visage. Sophie, quelque chose ne va pas. » Sophie retire son propre sac, sort la trousse médicale. Elle vérifie les pupilles d'Amélie. La pupille droite est dilatée, un signe classique d'œdème cérébral de haute altitude. Elle contacte immédiatement le docteur Johan Berg, médecin suédois de 45 ans au camp 2. « Nous avons une pupille dilatée. Œdème cérébral possible. On descend immédiatement. » À 8h31, à 6860 mètres, la coordination d'Amélie s'effondre. Elle tente de skier mais tombe en moins de 3 mètres. Sophie la rattrape. « On marche. Appuie-toi sur moi. » Amélie demande alors « Où est Emma ? Thomas a amené Emma ?» La voix de Sophie se brise dans l'enregistrement. « Emma est à la maison, ma chérie. Il faut te descendre. » Pierre Gasquet arrive et prend l'autre bras d'Amélie. « Depuis combien de temps les symptômes ?» demande-t-il à Sophie. « 30 minutes, peut-être plus. » À 8h39, à 6840 mètres, la crise respiratoire commence. Amélie tousse. Une mousse rose apparaît sur son masque à oxygène. Le docteur Berg, via radio. « C'est un œdème pulmonaire. Elle a les deux. Descendez-la sous 6000 mètres, maintenant. » Pierre appelle un hélicoptère d'urgence. Impossible à cette altitude. Mais le camp de base essaie quand même. Marco Bianchi arrive avec une corde et commence à installer un point d'ancrage pour rappel. Amélie s'affaisse contre un rocher, les yeux dans le vague. « Amélie, reste avec moi,
Pense à Emma, crie Sophie. Amélie, à peine audible, dis-lui que maman a essayé. Les symptômes s'accéléraient de manière catastrophique à partir de ce moment. À 8h44, à 6835 mètres, les signes terminaux apparaissent. Sa peau devient gris-bleu malgré l'oxygène à 100%. La montre de Pierre indique un pouls de 142 battements par minute. Fréquence respiratoire, 38 par minute, avec un râle humide. Les yeux d'Amélie roulent vers l'arrière. Sophie commence la réanimation cardio-pulmonaire sur une pente de glace à 45 degrés. Marco la maintient en place avec la corde. Pierre gère le masque à oxygène. À 8h52, à 6835 mètres, la réanimation continue depuis 8 minutes. Le docteur Berg sur la radio. Sophie, tu sais ce que c'est, à cette altitude. Sophie, en sanglots. Juste un peu plus de temps, s'il te plaît. La voix de Thomas en arrière-plan sur la radio. Sophie, est-ce qu'elle... Silence, sauf le vent et la respiration de Sophie. À 8h56, Sophie arrête les compressions. Elle retire son propre gant, ferme les yeux d'Amélie. À la radio, elle est partie. Amélie est partie. La caméra de Marco capture Sophie s'effondrant contre le corps. L'analyse post-incident révèle ce qui l'a tuée avec une précision médicale terrible. L'œdème cérébral de haute altitude a commencé entre 6h50 et 7h15. L'œdème pulmonaire s'est développé secondairement vers 8h30. Le gonflement fatal du cerveau a comprimé le tronc cérébral. Du premier symptôme à la mort, environ 90 minutes. Mais la cause mécanique était encore plus cruelle. Le régulateur d'oxygène d'Amélie avait une fuite lente, découverte plus tard lors de l'autopsie de l'équipement. Il ne délivrait que 70% du débit réglé. Indétectable sans manomètre de pression, non vérifié ce matin-là. À 7000 mètres, même un faible déficit d'oxygène déclenche l'œdème cérébral chez les individus susceptibles. L'analyse chronologique des décisions fatales montre des moments si seulement obsédants. À 7h04, le choix de l'itinéraire. Si elles avaient choisi la traverse longue, 40 minutes de plus, mais une descente d'altitude plus rapide. Elles auraient été sous 6500 mètres quand les symptômes graves sont apparus. Le sauvetage par hélicoptère aurait été possible depuis cette zone. À 7h31, le moment d'abandonner. Le docteur Berg témoignera plus tard. Si elle était descendue au premier mal de tête, 90% de chances de survie. 27 minutes entre le premier symptôme et le point de non-retour. À 7h45, l'appel manqué de Marco. S'il avait signalé par radio son inquiétude concernant son trébuchement, alerte possible. J'y ai pensé, dira-t-il. J'ai décidé que ce n'était pas mes affaires. Cette décision me hante. Les quasi-sauvetages rendent tout encore plus déchirant. Un hélicoptère d'expédition chinois se trouvait à 15 km de distance. Il ne pouvait pas atteindre l'altitude. Une équipe de secours de l'armée au camp 2 a commencé à monter à 8h35. Ils sont arrivés à 9h42, trop tard. Si les symptômes étaient apparus 400 mètres plus bas, survie probable. Pierre Gasquet, après 23 ans de carrière, témoignera. En 23 ans, j'ai vu beaucoup de gens mourir. Mais regarder une mère appeler sa fille pendant que son cerveau se noie, je l'entends dans mon sommeil. Marco Bianchi dira « J'ai la photo. Son dernier sourire, 6h42. Je ne la publierai jamais. Ce sourire n'était déjà plus le sien. L'œdème avait déjà commencé. » Le docteur Johan Berg expliquera. On enseigne que l'œdème cérébral prend des heures. Le sien a pris 90 minutes. Sa biologie spécifique, cette altitude, la fuite d'oxygène, tempête parfaite. Thomas Rousseau confiera. Nos derniers mots étaient « Je t'aime ». Je lui ai dit que la météo était bonne. Je l'ai envoyé là-dedans. Sophie, Pierre et Marco passaient 4 heures à sécuriser le corps. L'évacuation a nécessité une équipe de 12 personnes et pris 14 heures. Sophie a subi des gelures à 3 doigts, mineures, refusant de quitter le corps. Thomas s'est effondré au camp de base, sédaté par le docteur Berg. L'ironie du succès rend tout plus cruel encore. La fenêtre météo a tenu pendant les 6 heures complètes.
Les conditions de la route ont été qualifiées de parfaites par tous les observateurs. Les traces de ski d'Amélie étaient visibles sur 180 mètres, techniquement impeccables. Les images de la caméra frontale montrent une technique parfaite jusqu'à 8h11. Elle avait descendu avec succès 220 mètres verticaux avant que son cerveau ne cesse de fonctionner. Sur son corps, on a trouvé le dessin d'Emma dans la poche de poitrine, une image au crayon, maman sur la montagne. Sa montre GPS montrait la route exactement comme prévu. La bouteille d'oxygène, 45% restant, assez pour toute la dîne. Descente. L'autopsie du régulateur. Une fissure de 2 mm dans le joint, indétectable par inspection visuelle. Dans les images, 47 minutes de descente. Dernier mot intelligible à 8h42. Dis-lui que maman a essayé. 14 secondes où elle fredonne une berceuse, habitude inconsciente que Sophie identifiera plus tard. 6 mois après, Sophie Laurent reçoit un diagnostic clinique. Stress post-traumatique, culpabilité du survivant, trouble de deuil aigu. Elle ne pratique plus la médecine de montagne. Je ferme les yeux et je vois ses pupilles. L'une dilatée, l'autre normale. J'ai su à ce moment-là. J'ai su et je n'ai pas pu la sauver. À quoi sert la formation médicale quand la gravité fonctionne plus vite que l'évacuation ? Thomas Rousseau a donné tout l'équipement d'escalade d'Amélie. Il dirige maintenant un programme de ski pour enfants à Chamonix. Il refuse des interviews sauf une déclaration. Emma demande quand maman rentre de la montagne. Comment dire à une enfant de 6 ans que la montagne l'a gardée ? Pierre Gasquet a mis fin à sa carrière de guide après 23 ans. J'ai amené 200 personnes au sommet. Je n'ai pas pu descendre une femme de 1000 mètres. Marco Bianchi a publié son rapport d'expédition, excluant toutes les photos d'Amélie. Il a fait don de ses frais de sommet au fonds de secours en montagne en son nom. Je photographie les montagnes pour les célébrer. Ce jour-là, j'ai appris qu'elles effacent aussi. Le documentaire n'a jamais été terminé. Les images restent avec Thomas, non visionnées. Message prévu, inspirer Emma à aimer les montagnes. Héritage réel, montrer à Emma pourquoi les montagnes tuent. Les chiffres sont impitoyables. Distance du camp d'altitude à la zone de sécurité, 1100 mètres verticaux. Distance qu'elle a descendue avec succès, 220 mètres. Elle a complété 20% d'une route pour laquelle elle s'était entraînée pendant 2 ans. Temps passé à planifier, 18 mois. Temps passé à mourir, 90 minutes. L'enquête sur l'équipement révèle que le fabricant du régulateur d'oxygène a rappelé 847 unités du même lot. 3 autres défaillances trouvées lors des tests. Le régulateur d'Amélie était l'unité 099. Aucune plainte antérieure déposée. Si elle avait pris l'unité 098 ou 81 dans la salle d'équipement, elle serait en vie. Emma a maintenant 7 ans. On lui a dit « Maman est tombée malade sur la montagne et les anges m'ont emmenée. » Elle demande à voir les vidéos. Thomas refuse. Elle dessine des images, toujours des montagnes, toujours une personne qui skie vers le bas. Elle veut devenir guide de haute montagne quand elle sera grande. Thomas ne lui a pas encore dit non. Amélie Rousseau s'était préparée à toutes les variables, sauf celle qui l'a tuée. Une fissure de 2 mm dans un joint qui coûtait 4 € à fabriquer. Elle avait maîtrisé une montagne qui avait brisé des dizaines, grimpeurs, choisi une météo parfaite, descendu avec une technique impeccable et est morte à 20% du chemin d'une route largement dans ses compétences. Le sommet qu'elle n'a jamais tenté n'avait aucune importance. La fille qui dessinait ces images attend encore, ne comprenant pas que la montagne a gardé maman non pas parce qu'elle n'était pas assez forte, mais parce qu'un joint à 4 € a échoué dans un régulateur à 400 € lors d'une expédition à 50 000 €. Elle avait tout fait correctement. La montagne s'en fichait.